Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques aspects d'architecture de l'ordinateur, c'est-à-dire comment un ordinateur fonctionne-t-il, comment va-t-il exécuter un programme, quel est le matériel qui est lié à l'exécution d'un programme, et ceci va vous permettre de faire un lien entre ce que l'on a vu dans le cours de programmation et avoir une petite culture générale de la manière dont fonctionne un ordinateur et des pièces qu'il compose. Alors, dans un ordinateur, quel qu'il soit, que ce soit un PC, un Mac, un smartphone, une tablette, un iPad, un gros serveur de chez Facebook, peu importe, vous avez toujours plus ou moins les mêmes composants à l'intérieur. Un des composants étant essentiel, c'est ce qu'on appelle le CPU, ou Central Processing Unit. En français, on appelle ça aussi le processeur. Et vous avez ce qu'on appelle la RAM, Random Access Memory, ou bien tout simplement on parle parfois de mémoire vive ou de mémoire de travail. C'est pas une mémoire dans laquelle on stocke les choses à long terme, c'est la mémoire que l'on utilise pour effectuer les calculs, c'est la mémoire dans laquelle on va stocker les variables qui sont utilisées dans les programmes. Alors, si vous faites un petit tour sur Google, vous pouvez chercher CPU processeur, vous pouvez lire par exemple ici la page de Wikipédia sur les processeurs pour un tout petit peu voir ce qu'il y a. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est relativement complexe et ça c'est encore une vue très très simplifiée de ce qu'est un processeur. Donc vous pouvez constater qu'il y a à l'intérieur d'un processeur, et ceci est un processeur simple, extrêmement simplifié, énormément de composants. Alors à quoi sert le processeur? En fait, il sert à faire les calculs. Donc il fait les calculs et il exécute en gros les programmes. On dit parfois qu'il s'agit du cerveau de l'ordinateur. La mémoire vive ou RAM sert à stocker les données que l'on doit traiter, puisque vous savez que l'informatique, c'est la science du traitement de l'information. Donc on a vu comment est-ce que l'on représente de l'information dans l'ordinateur, par exemple des nombres avec des bits en binaire. Eh bien, en fait, la mémoire vive de l'ordinateur permet de stocker ces données pour qu'elles puissent être traitées par les programmes. La mémoire vive stocke également les données une fois qu'elles ont été traitées. Et l'on pourrait dire en résumé que la mémoire vive, c'est la mémoire à court terme de l'ordinateur. Lorsque vous réfléchissez pour faire un raisonnement ou un calcul mathématique, vous allez utiliser votre cerveau, votre puissance de traitement de l'information pour faire le calcul. Par exemple, si je vous demande d'additionner 1342 plus ou moins 897, comme ceci, vous pouvez le faire que ce soit par écrit ou par oral, eh bien, vous allez effectuer le raisonnement et le calcul à l'aide de votre processeur, si je peux comparer votre cerveau à un processeur, et puis, donc les raisonnements, et puis vous allez utiliser de la mémoire à court terme pour faire des retenues. D'accord? Donc quand vous faites une addition, bon, ici faisons un plus, vous allez faire 2 plus 7, ok ça fait 9, pas de problème. 4 plus 9, ça fait 13, mais je dois mettre 3, retenir 1. Ça, en quelque sorte, c'est quelque chose c'est une sorte de résultat intermédiaire qu'on est obligé de stocker pour pouvoir faire le reste du calcul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre dans la mémoire à court terme de notre cerveau. Et l'ordinateur a besoin d'une mémoire à court terme analogue pour faire les calculs et mémoriser toutes les étapes intermédiaires des calculs qu'il faut effectuer. Alors, le rôle du processeur, eh bien, lorsque l'on exécute des programmes, c'est d'effectuer les instructions du programme. En d'autres termes, si on a une instruction from gturtle import étoile, l'ordinateur va être responsable d'interpréter cette commande et de l'exécuter. Ceci va utiliser de la puissance de calcul dans le processeur. Alors, vous connaissez les instructions, par exemple, que l'on peut faire effectuer à la tortue. Il faut bien comprendre que derrière la tortue, on a en réalité un ordinateur et un processeur dans l'ordinateur qui va effectuer ces instructions. Donc là, on fait le make turtle. On pourrait répéter, par exemple, un grand nombre de fois, admettons 10 000 fois, avancer d'une certaine distance, et puis tourner de 13 degrés.
Et donc là, je vais exécuter ce programme et je vais vous montrer l'activité du processeur pendant qu'on exécute ce programme. Alors pour ceci sur Windows, je fais CTRL-ALT-DELETE et puis je vais dans le gestionnaire de tâches. Alors sur Mac, il y a aussi quelque chose de similaire. Comme je n'ai pas de Mac, je vous laisse chercher gestionnaire de tâches ou quelque chose de similaire sous macOS. Alors là, on va regarder dans les performances. Je vois que j'ai différents composants qui peuvent être analysés au niveau de l'activité de l'ordinateur. On voit que mon processeur ici, c'est un Intel Core i7-8750H. Alors ça, c'est tout simplement la désignation du processeur, sa marque, Intel, le modèle, etc. Et puis ici, 2,2 GHz, ça veut dire que c'est comme un cœur, on va dire, qui bat 2,2 milliards gigahertz fois par seconde. Ça veut dire que là, il est en mode turbo, on voit qu'on est à 3,9, donc 4 milliards d'oscillations à la seconde. Donc, c'est pas vraiment des opérations élémentaires, mais ça veut dire que là-dedans, ça bat très vite. Ça chauffe aussi pas mal, c'est pour ça que vous entendez peut-être même le ventilateur de mon ordinateur dans la vidéo. Alors, on voit ici l'activité du processeur. On voit la mémoire vive ici qui est quasiment pleine également chez moi. J'ai 16 Go de mémoire vive. Et ici, si je vais dans l'onglet processus, je vois tous les différents programmes qui tournent sur mon ordinateur et l'utilisation du processeur de chacun de ces processus, de chacun de ces programmes, ainsi que l'utilisation de la mémoire vive. On voit que, par exemple, Google Chrome est très très vorace en mémoire vive, de même que mon logiciel de capture vidéo. Et au niveau du processeur, on voit que j'ai des services système qui utilisent beaucoup de processeurs en ce moment, ainsi que mon petit logiciel pour enregistrer la vidéo. Alors j'ai rajouté quelques petits changements dans le programme. Donc je vais accélérer ici et puis tourner à chaque fois de 97 degrés. Je vais exécuter le programme et vous allez voir ici dans la liste des processus qu'il y en a un qui va commencer à utiliser du processeur. Vous voyez que vous avez le Java Platform Binary ici qui utilise 5% du processeur. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais il faut bien voir que dans mon processeur, j'ai 12 cœurs d'exécution. Ça veut dire que 10%, ça fait déjà qu'un cœur est complètement utilisé, pratiquement. On pourrait également faire un programme qui affiche tous les nombres de 1 jusqu'à l'infini, on va dire. Ça ne veut rien dire jusqu'à l'infini. L'infini, on ne peut jamais l'atteindre. Donc je pars avec une variable qui vaut 1. Cette variable, elle est stockée quelque part dans la mémoire vive de l'ordinateur. Tout ce qui est affiché ici par le debugger et qui s'affiche lorsque j'exécute le programme. D'accord? Donc là, j'ai ma variable x1. Vous voyez que la variable x1, elle augmente de plus en plus dans la mémoire de l'ordinateur. Ok? Eh bien, tout ce qu'on a ici, c'est en fait quelque chose qu'il y a dans la mémoire de l'ordinateur. C'est la mémoire de travail, c'est la mémoire vive. Et vous voyez qu'ici, je suis en train de compter, j'ai mon processeur qui est pas mal utilisé par mon programme qui compte jusqu'à l'infini. Alors, on voit pas qu'il est en train de compter. Alors là, j'ai lancé le programme qui compte, et puis il utilise vraiment beaucoup de processeurs, 16%, 20%. Il utilise 1,5 Go de mémoire et il est complètement planté. J'arrive plus du tout à interagir avec TigerJton, c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi. À ce moment-là, ici, je vais simplement tuer ce processus, faire fin de tâche, et le système d'exploitation va libérer les ressources utilisées par TigerJton. Donc en résumé, on peut dire que le processeur effectue les instructions, les calculs, etc. qui se trouvent dans le programme. Et puis, la mémoire vive, elle stocke les variables qui sont utilisées dans le programme. Alors, ces notions de processeur et de mémoire vive, nous allons revoir ça l'année prochaine en détail. Là, c'était vraiment pour avoir un petit aperçu, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui fait l'exécution des programmes dans un ordinateur. On va peut-être juste encore regarder à quoi ressemble un processeur. Donc si je tape CPU dans Google et puis images, vous voyez que vous avez plus ou moins toujours la même chose qui ressort. Donc un processeur est quelque chose de relativement plat, c'est une puce électronique avec des milliards de transistors dessus. Le fabricant principal,
sur le marché des PC et des Mac, c'est Intel, d'accord? Il y en a d'autres, mais là c'est vraiment sur les Mac et les PC, sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Et puis, si l'on regarde pour la mémoire vive, si je mets RAM et puis image, eh bien, vous voyez à quoi ressemble la mémoire vive. Donc, la mémoire vive, c'est également des puces électroniques qui se trouvent sur des barrettes. On appelle ça des barrettes de mémoire vive. Et dans votre ordinateur, vous avez probablement 8 Go de mémoire ou 16, ou si vous avez vraiment un gros ordinateur, 32 Go. Donc lorsque vous créez des variables dans vos programmes, vous allez en fait mettre des données dans cette mémoire vive. Il faut savoir que cette mémoire vive, je rappelle, c'est la mémoire à court terme de l'ordinateur. Elle est tellement à court terme, c'est quelques millisecondes ou même moins, ce qui fait que l'ordinateur a sans arrêt besoin de rafraîchir ses données avec des courants électriques. Et donc, si vous avez votre courant électrique, votre batterie qui est à plat, ou votre programme qui se plante, ou des choses comme ça, en fait, ces données-là sont instantanément perdues, et c'est pour ça qu'on utilise aussi des stockages à long terme, c'est-à-dire on appelle ça aussi des stockages de masse, comme un disque dur, un SSD, une clé USB, enfin un endroit où on peut stocker les données pour qu'elles perdurent dans le temps.